On reçoit et on revoit Jean-François Cauchy. Donc Jean-François qui travaille pour le fonds d'investissement KT Capital et qui va vous parler, on a eu le droit à la Corée hier avec Fleur Pellerin, et aujourd'hui Jean-François va nous parler des startups et de la Chine. Merci beaucoup Alexandre. Hop. Donc l'idée c'est de faire un peu une revue assez globale en peu de temps sur ce qui se passe en Chine dans le digital. Et effectivement, l'évolution qui est en train d'arriver là-bas et qui va probablement aussi sortir de Chine assez rapidement. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu la Chine, il y aura certaines généralités, mais l'idée c'est quand même de vous apporter un peu une ouverture un peu sur ce qui se passe et aussi avoir un peu d'inspiration. Il ne faut pas toujours voir évidemment la Chine comme une menace ou quelque chose d'un peu mystérieux. C'est aussi surtout un magnifique laboratoire. Et il y a plein de business models aussi qui viennent là-bas, qui pourraient avoir des pendants en Europe ou aux États-Unis. Donc libre aux entrepreneurs aussi locaux de s'inspirer aussi de ce qui se passe en Chine. Donc ça c'est juste pour faire un petit point sur qui on est et du coup que vous compreniez un peu le contexte de la prise de parole. Donc nous on est un fonds d'investissement qui est présent depuis une dizaine d'années sur l'Europe, la Chine et les États-Unis. On accompagne en fait les sociétés sur toute leur phase de vie, c'est-à-dire de la start-up à la PME à l'ETI. Et donc on a évidemment nous-mêmes eu un développement de type start-up, puisqu'on a effectivement, on est passé de 70 millions d'euros sous gestion en 2007-2008 à plus de 2 milliards aujourd'hui. Et donc effectivement on investit sur les bureaux de Paris, Shanghai, Munich, Pékin, New York et San Francisco. Là c'est vraiment, on peut passer, c'est juste un overview. Donc ça c'est effectivement aussi le modèle un peu particulier qu'on a et qui est important dans la présentation, c'est qu'en fait il y a beaucoup de grands groupes, notamment français, qui sont intéressés aussi par ce qui se passe en Chine, notamment dans le digital et dans la tech. Et donc c'est des gens là, tous les logos que vous voyez à l'écran, ont investi en fait dans notre fonds pour pouvoir travailler avec nous aussi sur ce qui se passait en termes d'innovation technologique en Europe, en Chine et aux États-Unis. Et c'est des gens du coup qui aussi ont une ambition très très forte là-bas et réussissent. Et donc voilà, il y a aussi beaucoup d'espoir côté grands groupes et corporate sur le fait d'aller conquérir du marché en Chine. Donc ça, c'est quelques exemples de réussite qu'on a dans le portefeuille. Et je vais revenir, je pense, sur quelques exemples chinois. Le petit logo avec un cœur que vous voyez, vous est probablement inconnu, mais c'est une entreprise qui va rentrer en bourse en fait la semaine prochaine sur le Nasdaq avec une valorisation autour de 20 milliards de dollars et qui était inexistante il y a 4 ans. Voilà. Donc ça c'est juste pour donner un peu une idée de la vitesse à laquelle ça va en Chine. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe en Chine. Ça c'est pour bien comprendre aussi la vitesse à laquelle va la Chine par rapport aux autres économies américaines et européennes. Où là ce qu'on voit c'est effectivement la croissance du chiffre d'affaires sur les parties B2C. Donc c'est e-commerce, c'est le travel, c'est tout ce qui est médias en ligne. Et la Chine aujourd'hui est devant les États-Unis, qui étaient pourtant jusqu'à récemment la première puissance économique dans ce secteur de très loin. Évidemment, la tendance va continuer à s'accentuer. Et donc, je vais rentrer plus dans le détail aussi des forces un peu du modèle chinois. Donc ça, évidemment, l'effet du volume en fait est très important. Je ne vais pas y passer trop longtemps, mais c'est le seul point à retenir sur ces slides-là, c'est que c'est une population qui est passée presque directement au mobile. Et donc, c'est des gens qui ont un taux d'adoption du smartphone en fait, qui est beaucoup plus important qu'ici, et un taux d'usage qui est plus important qu'en Europe, et qui font tout sur leur smartphone. Et chose en fait qui est assez étonnante dans la mesure où il y a 10 ans, effectivement, ils avaient un retard dans les infrastructures qui était majeur. Ça a aussi beaucoup aidé du coup la pénétration de l'e-commerce, parce qu'effectivement, aujourd'hui, une bonne partie de l'e-commerce aussi passe sur le mobile. Et le fait de donner un mobile en fait, à tout le monde, ça permet de démultiplier les occasions aussi de réaliser des transactions en ligne. Et c'est pour ça en fait, que la Chine est vraiment devenue le leader mondial de l'e-commerce et du mobile commerce, bien devant les États-Unis. Et probablement que pour les gens qui opèrent sur ce segment, il faut plutôt regarder en Chine qu'aux États-Unis pour avoir une idée de ce qui va arriver dans les années prochaines. Donc ça, c'est sur la partie, effectivement, quels sont les grands secteurs où la Chine a vraiment une avance et une surpondération par rapport aux États-Unis dans la tech. Et donc c'est là où on voit effectivement l'e-commerce et la finance en ligne qui sont surreprésentés par rapport aux États-Unis. Et c'est effectivement là-dessus qu'il y a eu les plus grosses avancées, les grosses innovations et les très grands succès. Typiquement Alibaba, qui est un des géants de la technologie en Chine, est à la fois le leader e-commerce et également le leader du paiement en ligne.
avec Alipay, avec Ant Financials. On va passer. Ça, c'est aussi pour donner un peu une idée sur la rapidité d'exécution des acteurs chinois, puisqu'évidemment, quand on pense à la Chine, il y a deux choses. Il y a la taille du marché et il y a la vitesse d'exécution et de croissance. Et ça, c'est vraiment l'exemple de comparer à chaque fois des acteurs américains et des acteurs chinois et de comprendre en combien d'années, en fait, cette technologie a réussi à pénétrer plus de 50% de son marché domestique. Et c'est là où on voit que typiquement sur par exemple la partie instant messaging, donc on est tous familiers de WhatsApp, mais WeChat a été beaucoup plus rapide. En 3 ans, avait pris 50% de part de marché. Aujourd'hui, ils ont quasiment 100%, puisqu'ils ont dépassé le milliard d'utilisateurs il y a peu de temps. Là, c'est pour revenir aussi sur les grands leapfrogs qu'ont lieu actuellement en Chine, où il y a évidemment la partie mobile payment, c'est effectivement le leapfrog. Tu vas peut-être expliquer ce que c'est. La partie effectivement, c'est sauter par-dessus une révolution technologique. Et donc, c'est de passer directement, par exemple, de la monnaie papier au paiement mobile, sans passer par les chèques, les cartes de crédit et toutes les technologies entre guillemets qui ont été développées ces 50 dernières années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va en Chine, on trouve en fait rarement des gens qui ont du cash et de la monnaie avec eux. La plupart des paiements aujourd'hui, évidemment, il y a encore un peu de carte bleue, mais c'est beaucoup de paiements mobiles. Et c'est effectivement très très fluide, très développé. C'est porté en fait par les gros acteurs de la tech que sont Tencent et Alibaba. Et effectivement, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui comme dans la situation en France, par exemple, sur le paiement mobile. Même chose sur la partie communication mobile, ça c'est assez évident. Et sur la partie e-commerce, il y a aussi en fait il y a eu une accélération extrêmement forte qui a été portée aussi par toute l'infrastructure qui a été développée par les premiers géants de la tech, les Alibaba notamment et Jingdong, qui ont construit en fait un maillage logistique en Chine qui rend possible un e-commerce efficace. Un e-commerce efficace, c'est un e-commerce où il ne faut pas attendre 3 semaines avant de recevoir le colis, où le delivery doit être fait avec un coût très compétitif pour ne pas surenchérir le panier moyen. Et effectivement, c'est ce que ces acteurs-là ont réussi à mettre en place. Et c'est ce qui permet évidemment à ces géants-là de dominer le marché en Chine. Mais ça a aussi permis à d'autres startups qui se sont positionnées sur l'e-commerce d'avoir une croissance très rapide sans porter elles-mêmes une infrastructure et des coûts d'investissement très lourds. Donc ça, c'est pour revenir effectivement sur les BAT. Donc les BAT, c'est Baidu, Alibaba, Tencent. C'est un peu l'équivalent, un peu vieillissant d'ailleurs, du GAFA. Donc Google, Amazon, Facebook aux États-Unis. Et donc là c'est pour illustrer un peu la manière dont ils ont construit aussi les écosystèmes. Ça va passer. Donc ça, c'est juste pour illustrer effectivement la domination de part de marché de ces acteurs-là. Et d'ailleurs, quand on parle des BAT, c'est surtout en fait le A et le T qui sont importants. Baidu est plutôt en perte de vitesse comparativement à ces gros acteurs-là. On va passer encore. Là, c'est effectivement un peu plus diversifié. Sur ce slide-là, c'est intéressant parce que c'est vraiment pour comparer, même si c'est parfois inexact, sur des grands champs technologiques, comment se compare en fait le leader chinois avec le leader américain. Et effectivement, on voit la rapidité à laquelle les acteurs chinois ont rattrapé en termes de milliards de chiffres d'affaires les acteurs américains. Didi, par exemple. Donc Didi, c'est l'application mobile pour commander les taxis. C'est un peu le concurrent de Uber. Et d'ailleurs, c'est l'acteur qui a fait sortir Uber en fait de Chine. On voit qu'en quelques années, Didi est arrivé à des volumes d'affaires similaires à Uber. Évidemment, Tencent, qui a eu un décollage extrêmement rapide. Meituan, en bas à gauche, qui est aussi très intéressant, c'est pour tout ce qui est prise de commande de restaurants et tout ce qui est livraison de services. Et donc, c'est une entreprise qui a eu un décollage très rapide. Ça fait partie aussi de la nouvelle vague des géants chinois qui est en train d'arriver vraiment et qui va bientôt rentrer en bourse. C'est des acteurs qui ont réussi aussi à consolider, à faire des acquisitions qui sont devenues stratégiques. Et on va revenir un peu sur l'écosystème et le mapping. Ça, c'est juste pour vous donner un peu un exemple de Alibaba et de l'approche du coup de l'état d'esprit des grands acteurs chinois. Il n'y a pas forcément une logique de domination et de contrôle de ces acteurs-là. Il n'y a pas forcément une volonté de tout cadenasser et de contrôler à 100% les sociétés qui sont intéressantes pour eux. En revanche, il y a une vraie logique de construire un écosystème. Et donc un écosystème, c'est évidemment de diversifier son activité et c'est aussi de promouvoir des acteurs indépendants dans lesquels on peut investir ou non, mais qui vont avoir un impact positif indirect sur son activité principale. Et donc, Alibaba est un bon exemple, parce que c'était un peu le premier à développer ce type d'écosystème, c'est de dire que
Effectivement, il ne faut pas que je reste concentré uniquement sur ma partie e-commerce, parce que c'est évidemment le business de Alibaba, mais je veux aussi développer des leaders, par exemple, du paiement. On a en bas à gauche Alipay et Ant Financials, qui à elles seules, en fait, pèsent chacune plusieurs dizaines de milliards de dollars, que ce soit en market cap ou en chiffre d'affaires. Et Cainiao, qui est en bas à droite, qui est aussi un des acteurs de logistique en Chine les plus dominants, mais qui sert évidemment d'autres clients que juste Alibaba. Et ça, c'est vraiment le mapping un peu de l'écosystème où on retrouve effectivement le Alibaba, Tencent et Baidu. Et je vais conclure en fait en rentrant un peu plus dans le détail sur l'exemple de Pinduoduo, parce que c'est effectivement l'acteur que probablement que vous connaissez le moins dans les technologies émergentes. C'est encore un peu plus... Voilà. Donc ça, c'est Pinduoduo, entreprise qui a 3 ans. Et je vais juste en quelques mots vous dire un peu ce que fait la société. En fait, c'est une application mobile qui vous permet d'inviter des amis via WeChat, donc l'équivalent de WhatsApp, de créer des groupes et ensuite de proposer l'achat ensemble de produits. Et donc ça peut être tout type de produits, ça peut être des télés, des fruits frais, voilà, des produits ménagers. Et plus j'ai d'amis qui sont intéressés par acheter avec moi, plus j'ai un taux de remise important. Et donc il y a un effet aussi très social dans la mesure où, par exemple, pour acheter une télé, on peut avoir un ami qui a déjà ce modèle-là et qui va nous encourager en disant que oui, c'est un bon produit. Et donc, c'est vraiment la nouvelle génération, entre guillemets, du commerce social. On n'est pas en train de revoir et de faire son opinion sur la base d'avis de gens qu'on ne connaît pas, tel que c'est le cas, par exemple, sur Amazon, où il y a 4 étoiles sur 5, mais de gens qu'on ne connaît pas. Là, c'est des gens que je connais, qui sont dans mon cercle proche, que ce soit des collègues, des amis, de la famille, qui m'encouragent aussi à acheter ce produit. Donc, ça a un effet recommandation beaucoup plus important. Et surtout, ça a aussi un effet complètement viral. Parce qu'on sait bien que le nerf de la guerre dans l'e-commerce, c'est souvent le coût d'acquisition client, qui est très élevé aussi en Chine comme ailleurs. Là, la beauté de Pinduoduo, c'est d'avoir fait un modèle complètement viral. Puisque j'invite mes amis sur WeChat, et donc j'envoie une invitation à tout le monde pour rejoindre des groupes. Et du coup, le produit s'est propagé vraiment de manière très très rapide. Aujourd'hui, la société a 3 ans, ils ont 300 millions d'utilisateurs mensuels. Ce qui est considérable. C'est le deuxième acteur de l'e-commerce en Chine derrière Alibaba. Alibaba qui a quand même une quinzaine d'années d'existence. Et donc, Pinduoduo en fait, a vraiment transformé l'e-commerce en Chine. D'ailleurs, Alibaba a lancé il y a quelques semaines un acteur en fait, concurrent, une application mobile un peu copiée sur Pinduoduo parce qu'il se sent menacé en fait, par cet acteur qui émerge. Et Pinduoduo en fait a récemment rempli le dossier d'introduction en bourse pour se coter en fait au Nasdaq aux États-Unis. Et la semaine prochaine, il y aura la cérémonie où effectivement la valorisation entendue de cet acteur est autour de 20 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est évidemment des chiffres et des enjeux qui sont énormes, mais c'est juste pour illustrer que même sur un marché comme l'e-commerce qui semblait être, entre guillemets, verrouillé en Chine, parce que pour le coup, Alibaba et Jingdong avaient des positions complètement dominantes, il y a encore, effectivement, avec des business models un peu innovants, la capacité d'aller créer des acteurs de très grande valeur. Et donc voilà, c'est aussi un message un peu général pour les entrepreneurs. Quand on leur dit que, bah non, il y a déjà Google, Facebook sur mon marché ou Amazon, donc ça sert à rien de me lancer, non, c'est faux. Si on a un business model différent, on peut déranger, on peut bousculer ces acteurs-là. Merci Jean-François. C'est toi. Alors, j'en ai une question que j'avais qui est la même question que cette première-là. On a cette idée en Chine d'un Internet qui peut être un petit peu verrouillé ou en tout cas très contrôlé par l'État et puis également d'un capitalisme d'État dans lequel l'État a justement un grand rôle même si ce sont des privés ou pseudo-privés qui le font. Concrètement, cet écosystème digital chinois, quel est son rapport justement avec ce capitalisme d'État et en quoi est-ce qu'il peut être propulsé ou bridé justement par l'État aujourd'hui ? L'implication de l'État en Chine, en fait, elle est vraiment particulière. Elle n'a rien à voir avec ce que fait la France. Typiquement, le gouvernement chinois n'est pas très impliqué dans le financement direct des acteurs. On l'a vu, c'est beaucoup fait en fait par les géants de la tech. En revanche, ce qui est critique, c'est l'impulsion qui est donnée par les plans quinquennaux. Évidemment, ça peut faire sourire en France parce que ça fait très époque de Gaulle. Mais en Chine, c'est vraiment un plan auquel les gens se tiennent. Et tout le monde, tous les officiels et l'économie se mettent en ordre de bataille pour atteindre ces objectifs. Et dans le dernier plan quinquennal qui a été annoncé, les objectifs étaient très technologiques. C'était réussir, par exemple, à arriver à avoir des voitures autonomes avec un pourcentage de composants technologiques qui viennent de Chine. Et donc, c'est de pousser aussi à l'émergence d'une industrie
domestique à haute valeur ajoutée, et du coup de ne pas être juste le manufacturier d'acteurs étrangers. Également dans l'intelligence artificielle, il y a des objectifs extrêmement importants et ambitieux pour avoir un nombre de chercheurs, un nombre d'universités qui sont créées, et d'arriver à avoir aussi une indépendance sur certains pans technologiques. Et même chose sur l'émergence de champions pharma, par exemple, puisqu'effectivement la Chine est assez faible là-dessus. Il n'y a pas vraiment de grands groupes pharmaceutiques qui sont chinois. Il y a aussi des objectifs très ambitieux. Et donc c'est vraiment là-dessus, il y a un côté un peu dirigiste dans les grands objectifs, mais dans les faits, en fait, tout le monde s'y retrouve parce que c'est des objectifs a priori qui sont partagés un peu par tout le monde. Ils ne sont pas très révolutionnaires non plus sur quelle va être la techno émergente de demain. En revanche, ils mettent beaucoup de moyens et ils fédèrent tout l'écosystème économique et politique avec des objectifs très quantifiés et avec un objectif à atteindre sous 5 ans. Et donc ça pousse beaucoup l'ensemble du marché à innover. Voilà. Alors, la Chine a mis beaucoup de bâtons dans les roues des GAFA pour qu'ils ne viennent pas en Chine. Où en est-on sur ce point de vue-là? Est-ce qu'il est possible pour des startups chinoises, c'est la deuxième question, françaises, pardon, de s'installer en Chine aujourd'hui? En fait, c'est compliqué pour un acteur étranger de rentrer en Chine sans s'adapter au marché chinois. Et d'essayer uniquement de dupliquer effectivement ce qui a marché aux États-Unis en Chine, en général, ça va pas très bien se passer. Donc effectivement, il y a deux choix. Soit on adapte son produit, son approche, son business model aussi au marché chinois, soit on ne va pas en Chine. Parce que sinon, c'est sûr que c'est un échec. Et moi, je pense qu'il y a des acteurs qui ont très bien réussi à se développer en Chine. Il n'y a pas forcément d'acteurs digitaux, tech, qui sont très visibles, mais typiquement des gens comme Valeo dans l'automobile. Valeo, c'est un champion méconnu français qui a une très belle réussite, qui est en fait un fournisseur de technologies dans le monde automobile. Donc ils fournissent tous les constructeurs du monde, et notamment les Chinois. Et typiquement, Valeo réussit très très bien en Chine. Ces technologies en fait sont très demandées. Il y a une vraie volonté des acteurs chinois de travailler en coopération. Et il ne s'agit pas de copier pour se débarrasser de Valeo, mais c'est de travailler dans le cadre d'un écosystème où tout le monde est gagnant. Et donc typiquement, je pense qu'il faut plutôt s'inspirer de ces gens-là qui vont être dans une logique de partenariat, plutôt que de s'inspirer de Google, qui ont juste voulu continuer à travailler seuls comme ils le faisaient aux États-Unis, en Chine. Ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. On va te laisser rentrer. Alors Jean-François, je ne l'ai pas dit, mais Jean-François qui travaille chez Cathay est de Quimper, c'est quand même pas rien. Donc voilà, mais on va l'applaudir du coup encore plus fort. Voilà.